On vivait dans une société où forcément il y avait des gens qui étaient mieux que d'autres. Alors dans la hiérarchie, il y avait ceux qui étaient d'origine européenne, puis venaient les Espagnols, enfin c'est européen, mais enfin c'était des immigrés moins bien. Et puis ensuite il y avait les Juifs, et puis ensuite il y avait les Arabes. Mais les Arabes, de toute façon, on les ignorait. C'est ça, je pense, la caractéristique essentielle de ce phénomène de la colonisation, c'est que on les ignorait, à part pour laver le parterre ou vendre des légumes. Bon, tout ça pour dire que il y avait cette hiérarchie donc raciste auquel on était totalement habitué, on était formé là-dedans. Il y avait une échelle donc de race et puis on vivait avec, c'était comme ça. Je me souviens d'avoir fréquenté la bibliothèque municipale d'Oran et d'y être tombé un peu par hasard sur un manuel Lavis. Et en l'ouvrant, ce petit manuel, sur la période coloniale, d'avoir été ahuri par le choc de ces phrases nos militaires, nos explorateurs sont arrivés dans l'Algérie auquel ils ont apporté la paix, le bonheur, enfin, etc. Une sorte de vision totalement possessive et euphorique du problème colonial, alors que j'en voyais le démenti tous les jours dans la rue. Dès le départ, nous avons senti, ma femme et moi, qu'il y aurait des problèmes. Parce que quand nous avons décidé de choisir un petit yaouled, un petit garçon avec son âne et sa charrette pour transporter nos bagages du port à la ville, notre petit porteur arabe, très gentil, a craché par terre et a dit « Ici, il n'y a que des Juifs et des Espagnols ». Donc, dès mon arrivée, j'étais quelque sorte vacciné sur les types de problèmes qui risquaient de se poser devant nous ou dans le pays, bien entendu. Alors, évidemment, j'étais très lié avec mes camarades qui faisaient du grec avec moi, du latin et du grec avec moi. Et il y en a un en particulier que j'aimais beaucoup. Une fois, il n'est pas venu, il était absent. Première fois, deuxième fois, troisième fois, au bout d'une semaine, ne le voyant toujours pas, je suis allé le voir, chez lui. J'ai frappé, j'ai eu son père, sans doute, que je ne connaissais pas. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit « Voilà, je viens voir Philippe, voir comment il va, est-ce qu'il est malade ?» « T'as pas besoin de le savoir », m'avait-il dit. 3 jours après, j'ai été convoqué, ou 2 jours après, j'ai été convoqué au commissariat de police. Les relations entre Arabes et Français n'étaient pas étaient superficielles. On se parlait comme ça, mais rares étaient ceux qui allaient jusqu'au fond de leurs relations, qui s'invitaient chez eux, mais personne n'est venu chez moi et moi je suis allé chez personne. Voilà. Et par exemple, ils allaient tous à la plage. Mais chacun sa plage. Il y avait les plages pour israélites, il y avait les plages pour catholiques, et il y avait les plages pour musulmans. Et dès qu'il y avait un franchissement de frontières qui était implicite, n'est-ce pas, il y avait des bagarres, etc. Donc la ségrégation par origine religieuse ou raciale, peu importe, mais vécue comme telle, était très présente par ailleurs. Ce qui ne voulait pas dire que c'était totalement conflictuel, mais c'était comme ça. J'avais comme ami à Boussada, j'avais des Européens, c'était les Juifs d'Algérie. C'était mon ami avec lequel j'étais tout le temps, c'était Selam Félix. Mais c'était ça les Européens. Il y avait donc les Juifs qui n'étaient pas européens, qui étaient algériens, au sens où même ils habitaient le vieux quartier comme nous, le Mouamine, ce qui est le vieux quartier de Boussada. Et on rentrait chez eux, on rentrait chez nous, on échangeait, tout. C'est-à-dire on était quasiment dans l'entre-soi entre indigènes juifs
et musulmans. Hein. Même si les Juifs étaient français d'Algérie, ils parlent des mieux, mais ils vivaient comme nous. Les femmes étaient habillées de la manière traditionnelle, les pères étaient souvent artisans, il y avait toute une rue d'artisanat israélite, la synagogue, etc. On vivait ensemble. Hein. On se faisait même, pour le halal, on allait voir pour qu'ils nous égorgeaient, mon père m'envoyait pour qu'ils égorgeaient le poulet, etc. C'était véritablement très, très convivial. Mon oncle, lui, il travaillait chez des colons. Il habitait à 1 kilomètre de chez mes parents. Donc j'étais tout le temps chez lui, et de ce fait, il y avait aussi les colons. Ils avaient des petits-enfants qui avaient mon âge, donc des fois je leur piquais les trottinettes, je les ramenais à la maison, puis mon oncle il venait les chercher le lendemain, ou les petites voitures. Et c'est là que pour les Noëls et tout, c'était comme eux. Donc ils faisaient le sapin, et à Noël, moi, qu'est-ce que je faisais? Le 25, j'avais mon petit cadeau de Noël au sapin, chez eux. Ils avaient une grosse ferme. Et vraiment, il m'avait bichonné, j'étais vraiment le petit chouchou. Alors, ce que j'ai pu noter, c'est que jusqu'à peu près au moment où j'étais en troisième, c'est-à-dire à 1954, on n'avait pas l'impression qu'il y avait des discriminations, qu'il y avait une réaction raciste de la part de mes collègues d'autres lycéens qui étaient européens. Et la différenciation a commencé à apparaître quand il y a eu évidemment le déclenchement de la lutte de libération à partir de novembre 1954. Alors pour illustrer cette camaraderie, jusqu'à 1955, quand on jouait au football dans la cour du lycée Ben Aknoun à Alger, on jouait classique contre moderne. C'était une division non pas ethnique ou de classe, etc. C'était ceux qui faisaient le latin jouaient contre ceux qui ne faisaient pas le latin. Et quand il y a eu le déclenchement de la Révolution, à partir de 1955, on jouait algérien contre les pieds noirs. Voilà un petit détail à noter qui est intéressant. Ça n'a pas entraîné des rapports mauvais entre les camarades que nous étions, et nous sommes restés camarades, mais là, on voyait quand même un clivage qui était en train d'apparaître clairement. On sentait des tensions, mais je dois dire que moi, je n'en ai jamais souffert. Je pense avoir bénéficié de mon statut de bon élève, c'est tout. Voilà. Je ne me souviens pas d'avoir eu un professeur raciste tout au long de mon itinéraire. Je n'ai aucun souvenir de brimade de cette sorte. Mais je sais quand même que dans mon entourage, on s'en plaignait beaucoup. Donc j'arrive à Blida, c'est un autre monde. C'est là la vraie colonisation. Alors c'est les fils de colons, la grande colonisation. Ils venaient d'ailleurs à un moment, c'était en plein milieu de la guerre, ils venaient en jeep, souvent certains armés, hein, parce qu'ils faisaient une préparation militaire au lycée, au collège. Ils faisaient une préparation militaire. Puis quand il y avait des tensions, beaucoup sont devenus OAS parmi ces jeunes, et notamment au moment des tensions, ils se mettaient ensemble, on était de l'autre côté, souvent les proviseurs voulaient nous protéger, etc. C'était véritablement un lieu, disons, de violence. L'enseignement, moi je l'ai senti comme ça. Certains enseignants, j'allais dire, ils ne cachaient pas leur appartenance. Par exemple, le professeur d'histoire et géographie dit l'Algérie, c'est rien. C'est un pays où il n'y a rien. Et je ne sais plus qui lui a dit, parmi les élèves, je me souviens même très fort, il a dit, mais si, pourquoi, s'il n'y a rien, pourquoi vous êtes là? Et du coup, le gars, il s'est fait virer. C'était véritablement très fort. Alors une sorte de super nationalisme français qui faisait d'eux des patriotes au carré, des amoureux de la France, que certains ne connaissaient pas et que d'autres ne connaissaient que pour aller en vacances en Savoie l'été quand il faisait trop chaud à Oran pour les bourgeois. Donc cette espèce d'amour surévalué d'une France idéalisée avec une situation objectivement coloniale, si bien qu'on était dans une super France en même temps que dans une colonie française. Alors que les Français d'Algérie, malgré tous les torts qu'ils avaient dans la façon de traiter leurs employés, etc., se jugeaient, eux, des victimes de l'histoire.
venus sous Napoléon III, chassés par la Commune en 71, ruinés par la crise viticole. Donc ils se considéraient comme des victimes et on les traitait en métropole uniquement comme des bourreaux. Ils étaient les deux. Ils étaient les deux puisque, je donne l'exemple de mon garagiste, Aïn El Turk, qui était un homme charmant, délicieux, qui avait 3 petits employés arabes. Je dis petits parce qu'ils avaient 18-25 ans, mais ils mangeaient tous les mêmes lentilles à la même table. Les vêtements dans la famille passaient de l'aîné au plus jeune, qu'il soit arabe ou qu'il soit européen. C'était vraiment une fraternité de vie totale. Et pourtant, ce même garagiste me disait, s'il y en a un seul qui entre au conseil municipal, je le flingue avec mon Mauser de la garde 14. Il y avait 2 attitudes chez le même homme. Libéral, tolérant, familial, gentil et tout, mais sur le pouvoir, c'est-à-dire être maire de la commune d'Aïn El Turk ou une autre, et le sexe, les mélanges entre hommes et femmes d'identités différentes, là, c'était le fusil. Donc, c'était pas si simple qu'on croyait.